Détendre l'atmosphère, il y a une anecdote qui me trotte dans la tête depuis quelque temps à propos d'Al Jazeera. C'est un cartoon, un dessin humoristique qui est paru dans la presse égyptienne au moment du printemps arabe, plutôt à la fin du printemps. C'est une mère de famille qui tire l'oreille de son petit garçon et qui lui dit « Dis Mohamed, tu sais où vont les menteurs ?» Et Mohamed répond « Oui, à Al Jazeera. » C'est ça, je ne vais pas plus loin, mais bon. Moi, j'ai une tâche très difficile parce que je dois vous parler de quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire le terrorisme, qui serait mis en œuvre par un pays qui n'existe pas, c'est-à-dire le Qatar, ou peu. Donc c'est très difficile parce que le terrain est miné, balisé, les preuves existent mais sont difficiles à établir. On est dans le domaine du flou, de l'hypocrisie et du rideau de fumée. Alors, si vous voulez, le terrorisme est une arme politique du Qatar parce que le Qatar est petit et que c'est un pays qui se veut, on a beaucoup parlé de la grenouille, je ne vais pas vous en parler, mais qui se veut un grand pays virtuel. Donc le terrorisme, c'est un moyen politique comme un autre. Il est douloureux, mais c'est un moyen de conquête, de contrôle de territoire, de renversement d'État, etc., etc. Et si le wahhabisme, donc la volonté religieuse, est le moteur affiché, derrière le wahhabisme est de faire que le monde ait un plus grand nombre de croyants, rigoristes, c'est aussi une vraie volonté de conquête, parce qu'en gros, le réservoir de gaz est tellement grand qu'on est obligé d'agrandir l'État au-delà du raisonnable en faisant un État virtuel. Et là, je pourrais comparer la révélation du lien entre le terrorisme et Doha, toute proportion gardée, c'est pas stricto sensu, mais ce qui s'est passé à Alger dans les années 60. C'est-à-dire qu'Alger, dans les années 60, est devenu une espèce de plateforme, c'était assez joyeux d'ailleurs, de tous les mouvements de libération marxiste dans le monde. On trouvait aussi bien les Black Panthers que les Angolais, en fait tout le monde était un peu là, même Guevara passait de temps en temps pour jouer de la guitare. Et donc c'était une plateforme, une plaque tournante de la révolution mondiale. Et bon, je vous dirais franchement que cet aspect-là m'est plus sympathique que ce qui s'est passé à Doha. Mais Doha, lui, a décidé d'agglutérer, agglomérer, pas tous, mais enfin disons tous les mouvements islamistes radicaux, sunnites, et les inviter à Doha. C'est ainsi que le Front islamique du salut, avec l'excellent Abbassi Madani, dont on connaît l'importance dans la guerre civile algérienne, qui n'est pas seulement le Kituki et des généraux qui organisaient des tueries entre eux, histoire de garder la cagnotte, c'était bien des islamistes, ceux qu'on retrouve aujourd'hui à l'intérieur de Daesh, qui faisaient déjà leur apparition, dans un certain mépris ou indifférence, je dois dire, monsieur le ministre, de François Mitterrand. Mais donc, monsieur Abbassi Madani est maintenant à Doha, avec son fils, son fils, c'est le cas, oui, à la fois son fils et le Front islamique du salut. Vous avez les Tchétchènes, vous avez maintenant les milices islamiques libyennes. Dès que vous avez un mouvement radical, je suis sûr qu'il y a des représentants de Daesh quelque part, j'en ai pas la preuve, mais c'est tout à fait vraisemblable. Et ça se passe très bien pour eux. Alors la première bavure, c'est quand les Tchétchènes, les talibans, parce qu'il y a une ambassade talibans, les talibans, dès qu'ils sont arrivés à Doha, se sont sentis devoir honorer leur pays et la nouvelle ambassade, et ont dressé un drapeau taliban dans le jardin de leur nouvelle représentation. Alors, les Américains, qui sont assez, vagabonds sur l'idée du taliban, du terrorisme, parce que Ben Laden était bien, mais les talibans après, c'était pas bien. Donc, tout d'un coup, on était dans une phase où le taliban n'était pas bien. Et là, les Américains, qui sont à 10 km de là, à la base Al-Udaï, on vous a beaucoup parlé, mais il y a 10 000 soldats
américains. De là s'envolent les avions pour aller bombarder l'Afghanistan, la Syrie, la Libye et plus si affinité. Et donc là, les Américains ont dit « Non, ce drapeau est très joli, mais il faudrait peut-être l'enlever ». Donc les Qataris ont prié les talibans de rester là, qu'ils étaient bienvenus, mais d'enlever le drapeau. En revanche, avec Poutine, ça s'est beaucoup moins bien passé, parce que vous vous souvenez des fameux et horribles attentats dans ce salle de spectacle de Moscou lors d'une comédie musicale. Il y a eu 130 victimes. Il y a eu l'école de Baslan, il y a eu 300 victimes. Donc, en gros, et c'est horrible de le dire, il y a à peu près 500 victimes qui ont été assassinées par le fait des Tchétchènes. Donc, le président russe s'est mis en colère, et lui, il a envoyé 3 types du FSB à Doha, ce qui n'est pas facile, parce que c'est un pays quand même extrêmement friqué, c'est un pays, c'est quelques pâtés de maison avec des aérotours, donc c'est pas très facile pour des services spéciaux. Donc, toujours est-il que l'éminent Zelim Khan, qui était le patron des Tchétchènes, a un jour tourné le contact de Yann Derbayev, a tourné le contact de sa voiture et il est parti en fumée. C'était lui qui avait commandité l'attentat de Moscou et l'attentat de l'école de Baslan. On dit Poutine avait manifesté son mécontentement, mais pour l'anecdote, 3 Russes ont été arrêtés au Qatar. L'un a pu s'en sortir assez rapidement puisqu'il était diplomate, on a pu jouer son statut diplomatique. Donc les Qataris ont accepté de le libérer. Les 2 autres ont été jugés. Mais j'en reviens sur le diplomate. Le diplomate, c'était quand même un peu difficile de le faire libérer. Et opportunément, il y avait une équipe de sport qui était en train de faire une compétition en Russie à ce moment-là. Donc Poutine a appelé l'émir, Ahmad à l'époque, et lui a dit « Non, mon vieux, c'est gênant, j'ai 15 footballeurs qataris qui sont là en Russie, il ne faudrait pas qu'il leur arrive quelque chose, ce serait peut-être mieux de nous rendre nos Russes que vous retenez là-bas. » Et en fait, on a libéré d'abord le diplomate, les 2 autres ont été jugés, lourdement condamnés, mais autorisés à purger leur peine en Russie. Je pense qu'aujourd'hui, il doit être un jour au baby-foot, il n'y a pas de problème. Donc voilà, si vous voulez, le début du terrorisme au Qatar, c'est d'être l'abri, la plaque tournante. Je vais revenir sur une comparaison marxiste, c'est le Comintern du wahhabisme, c'est-à-dire c'est là où on essaie de lancer un peu des conquêtes et des choses comme ça. Et à ce point, je pense que c'est assez intéressant de lire, je sais qu'on l'utilise beaucoup, mais le point de vue d'Alain Chouet, qui était un membre de la DGSE éminent, et sûrement parmi les plus clairvoyants, et il analyse, il travaille évidemment beaucoup sur ce sujet, la philosophie du Qatar. Il dit « On ne saurait dire que la famille régnante qatari véhicule une idéologie quelconque en dehors de la protection de ses propres intérêts. Mais comme il lui faut ravir à la famille Saoud son rôle moteur dans le contrôle de l'islam sunnite à l'échelle mondiale, elle héberge volontiers des imams, des prêcheurs de tout poil, comme Youssef Qaradawi, à condition qu'ils soient plus extrémistes que les oulémas saoudiens, de façon à leur rendre des points. Et le Qatar finance partout et généreusement tous les acteurs politico-militaires salafistes, comme le groupe Ansar-Dine, dont la branche la plus enragée, qui est la branche la plus enragée des frères musulmans. Pour ces groupes, la condition du parrainage est de se déclarer hostile à la famille Al-Saoud, au chiisme, mais aussi au régime laïque nationaliste arabe. Donc on en revient à ce que j'ai essayé de vous faire comprendre depuis le début, c'est cette espèce d'international de l'islam radical comme moyen de tenir les territoires et de conquête. Et le courrier international,
aujourd'hui, un jour, inventé un titre, est-ce que c'est métaphorique, je ne sais pas, mais il a décrit le Qatar comme le club med des terroristes. Ça fait allusion à ce que j'ai dit précédemment, avec toutes ces soi-disant ambassades de talibans, de tchétchènes, et on ne sait pas tout. Donc, tout ça s'est fait au su et au vu des pays occidentaux, des services, etc., mais on ne dit rien, pour des raisons, Bérangère Monge l'a développé, d'intérêt personnel ou d'intérêt d'État. C'est-à-dire passer des vacances, payer une campagne électorale, ou vendre de l'armement, ou des immeubles, ou des clubs de foot. L'affaire devient plus opérationnelle quand le Qatar se lance sur le terrain. Et le Qatar, l'émir de Qatar, l'émir Hamad, avait deux grands, j'allais dire potes, soyons entre nous, deux grands potes. C'était Bachar el-Assad, avec lequel il faisait des balades en auto, romantiques, décapotables. Et même l'émir a acheté un palais, a fait construire un palais à Damas, à côté de chez Bachar. Et il s'entendait bien aussi avec Kadhafi, parce qu'un jour où les Saoudiens avaient traité dans une réunion africaine et du Golfe Kadhafi de fils de chien. Donc Kadhafi ayant été traité de fils de chien par les Saoudiens, les Qataris trouvaient que ce Kadhafi était un type formidable, donc il y a eu une certaine, pas amitié, mais on s'est beaucoup vu. Et très rapidement, Hamad s'est dit qu'il pouvait très bien, lui, toujours la volonté d'étendre son territoire, prendre en main les réseaux Kadhafi sur l'Afrique de l'Ouest, et au-delà, peut-être créer une monnaie africaine qui aurait remplacé le franc CFA, qui serait devenu, je ne sais quoi, l'Hamadi, comme Hamad. Donc cette relation a été assez très amicale, mais complexe. Donc c'est donc en Afrique, sur ces réseaux Kadhafi, qui sont encore des réseaux Kadhafi à l'époque, que le Qatar se lance. Il se lance dans le sud du Niger. Il investit, il faut dire qu'au Niger, il n'y a pas. Quand on fait une mosquée, elle est payée par le Qatar. Et il y a d'abord la mosquée, la salle de prière, la madrasa, et le dispensaire où il y a 3 sparadraps, un peu de mercurochrome et un brancard, c'est au fond près des toilettes. Donc on fait beaucoup ça au Niger, et dans le sud du pays, toute cette région qui est frontalière avec le Nigeria, on draine le pays sous le système de la zakat, c'est-à-dire on unit les villages, on les réunit, on fait la palabre, on les aide, au moment des grandes fêtes musulmanes, on tue l'animal qu'on répartit, donc on crée une espèce de lien social, et ça devient, le sud Niger, une espèce de Qatarland, non dit, mais c'est la réalité. Et ce Qatarland, comme les choses peuvent se faire d'une manière formidable, sert de base arrière et parfois de base avant à Boko Haram, sympathiques garçons qui veulent brûler les livres et les petites filles accessoirement. Donc c'est vraiment le premier contact dont on a connaissance du Qatar avec le terrorisme. Et sans doute alléché par cette volonté politique, par ces conquêtes possibles, dans une Afrique de l'Ouest assez faible, le Qatar trouve assez bien l'offensive de ces bons petits gars de Mujao et en Sardine qui descendent de Libye et qui s'en vont vers Bamako. Et la France a décidé de stopper cette offensive. Et à Gao, à l'époque, ville du nord, une ville qui est vers le nord, en direction du nord du Mali, on peut dire nord-Mali, alors que les Français ne sont pas encore intervenus, ou ils sont en début d'intervention, on peut voir la ville de Gao soudain crouler sous l'argent, les salaires des médecins quintuplés ou pire, ce qui pose beaucoup de problèmes aux autres hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de tels moyens. Enfin bref, c'est le Qatar qui est venu sous couvert du Croissant Rouge et d'autres organisations caritatives qatariennes.
le problème, c'est qu'au-delà du mercurochrome et des infirmiers, il y a aussi la mise en place de milices prises dans les militants du Mujao restructurés, de nouveaux militants pour de militants, de nouveaux miliciens qu'on recrute sur place. On leur donne des beaux uniformes, des belles Kalachnikov. Et en fait, le Qatar a recruté pour le compte de Mujao à Gao. Les Français arrivent, halte au feu, il faut se sauver, et bon, l'information vient des services de renseignement allemands qui ne doivent pas dire que des bêtises. 3 gros porteurs qataris, qatariens, sont vus sur l'aéroport de Gao, embarquant un certain nombre de personnages, qui peuvent être des personnages clés dans le dispositif de Doha, ainsi que du matériel qu'on a décrit comme stratégique. Donc, après cela, il y a quand même eu quelques demandes d'explications, et l'émir Hamad al-Thani, c'était encore lui à l'époque, jure que tout cela n'a aucun rapport avec le terrorisme, qu'ils sont allés à Gao pour supporter des peuples dans la difficulté et dans la douleur. Mais on n'est jamais trahi par les siens, et c'est à ce moment-là que les Américains sortent un certain nombre de rapports, et ce n'est pas le département d'État qui fait des rapports, peut-être qu'il en fait, mais on n'en a pas connaissance, c'est le département du Trésor. Et voilà que le département du Trésor découvre des filières financières qui indébutablement financent le djihad. Et le département d'État est obligé d'avouer, oui, l'argent du Qatar a bien abondé le djihadisme. Alors, par exemple, il cite un certain Tariq al-Arzi, je m'excuse auprès de mes amis qui pratiquent la langue arabe, qui lui était la cheville ouvrière de l'accueil des djihadistes étrangers dans la zone frontalière entre la Turquie et la Syrie, puisque là on est passé au stade de la guerre en Syrie. Alors il a touché 2 millions de dollars d'un intermédiaire financier, un financier basé à Doha. Et c'est ce même Tariq al-Arzi qui a recruté des centaines de djihadistes pour les envoyer en Syrie. Toujours selon les services américains du Trésor, c'est en milliards de dollars que l'on compte l'aide du Qatar à l'islamisme violent. On prend un article du Daily Telegraph dans lequel un diplomate occidental s'en vient révéler ces chiffres qui tuent. Il lui dit entre 8 et 12 personnalités éminentes du Qatar ont récolté des millions de dollars pour les djihadistes et, à vrai dire, ils ne s'en cachent guère. Un rapport du département d'État, je fais un peu la navette entre le Trésor et le département d'État, précise que Doha ne prête aucune vigilance à cet argent mortifère. Et quand il est pris la main dans le sac, ça lui arrive, l'émir al-Thani, Hamad, donc il va laisser la place à son fils Tamim, peut-être pour des raisons que nous sommes en train d'évoquer, poursuit donc l'émir al-Thani donne comme argument on ne peut pas empêcher nos proches, nos amis, de pratiquer la zakat. Et peut-être que parfois, ils se font abuser. Je ferai injure à ceux qui connaissent tout ça par cœur, de décrire la zakat, mais c'est l'obligation à tout bon musulman de donner à peu près, ça peut être 10% de ses revenus pour la charité, le bien et l'expansion de la religion. Donc, l'argument du Qatar reste la zakat. Et il faut bien dire que sans cette zakat, c'est un contrôle général de tous les, si on peut parler de mot d'expert, sans cette zakat et tous ces financements qui sont en fait des financements d'État déguisés, c'est vrai que la guerre en Libye ou la guerre en Syrie, elle aurait été ou impossible, ou elle aurait tout autre visage. Si on prend l'exemple du Royaume-Uni,
Il y a un excellent garçon qui s'appelle Jihad John. Il s'appelait Smith, mais enfin son nom de guerre c'est Jihad John. Et c'est lui qu'on a pu voir sur 3 vidéos d'exécution d'otages qui parle l'arabe avec un accent anglais. Eh bien, c'est lui qui a été payé, recruté, qui est arrivé en Syrie par le même intermédiaire dont je viens de vous parler, qui s'appelle Tariq al-Arzi, et qui se décrit lui-même comme l'émir de la région frontalière entre la Syrie et la Turquie. Donc tout ça aurait dû éveiller l'attention bien avant qu'on arrive au coup de couteau à la Tour de Londres ou à Manchester et autres, mais pour l'instant, on ne dit rien et on laisse faire. Si, quand même, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui tire l'oreille, qui devrait être très longue, l'émir prend une nouvelle loi. C'est marrant, dans un pays où il n'y en a pas, mais il n'y a pas de constitution, parce que c'est Dominique de Villepin qui cherchait de l'écrire depuis 15 ans, mais il n'a pas d'encre dans son stylo. Voilà. Donc, chaque fois qu'il se fait tirer l'oreille, l'émir, on ne peut pas dire qu'il fait voter une loi, parce qu'il y a une assemblée fantoche d'amis, mais il prend un édit royal et il dit que c'est vraiment interdit le soutien financier et logistique clandestin à toute organisation violente islamique. Mais sur la Syrie, c'est un peu de Calan, c'est intéressant de noter le rôle du Qatar dans l'affaire syrienne, parce que au départ, le Qatar choisit d'aider Al-Qaïda, c'est-à-dire Al-Nusra en Syrie. Et l'argent arrive massivement. Et quand Al-Nusra s'entend avec Daesh, ils ont fait une convention, l'argent abonde les deux parties, et Daesh et Al-Qaïda. Et puis au bout d'un certain temps, je ne sais pas si vous l'avez suivi, ils se sont à nouveau fâchés. Et bizarrement, là, si certains Qataris restent fidèles à leur poulain Al-Qaïda, la grosse masse d'argent va à Daesh. C'est-à-dire le Qatar en tant que tel, le Qatar banien, le Qatar choisit Daesh. En décembre 2013, toujours le Trésor américain a ajouté un garçon qui s'appelle Abd al-Haman Ben Umar al-Nuaimi à la liste des persona non grata, et à lui seul, avec sa petite PME, il avait fait un virement de 600 000 $ directement à Al-Nusra en Syrie. Donc, on pourra noter avec intérêt que ce monsieur Nuaimi, je ne sais pas s'il y est encore, mais il y a très peu de temps, il était conseiller auprès du gouvernement du Qatar et membre fondateur d'une grande organisation caritative liée à la famille royale, la fondation du Cheikh Ben Mohamed Al-Thani. Pardon, Naoufel, je ne parle pas très bien arabe. Donc, c'est pour vous dire la consanguinité entre tous ces bailleurs de fonds. Et enfin, dernier personnage dans cette tête de gondole de financement du terrorisme, depuis 2012, on le suit, ce garçon. Il s'appelle Hajjaj al-Hajmi, il vit au Koweït, mais il est souvent au Qatar. Et on le voit sur des vidéos tournées au Qatar. On voit ce monsieur Hajmi déclarant devant le public conquis que l'aide humanitaire en Syrie, c'est très bien, c'est très important, dit-il, mais la priorité est de soutenir les djihadistes et de les armer. Et il insiste, on le voit dans la vidéo, donnez votre argent à ceux qui vont le dépenser pour la guerre sainte plutôt que dans l'humanitaire. Et enfin, je croyais que c'était le dernier, mais ce n'est pas le dernier, j'en arrive à Mohamed Al-Harifi, qui est un imam qui a été interdit de séjour
au Royaume-Uni pour avoir envoyé des Gallois au djihad. Il a été invité 2 fois au Qatar. Il est revenu au Qatar après avoir été interdit de séjour en Angleterre. Il était là pour une fête du Ramadan, où c'était une réunion de fous de Dieu, quoi. Et dans cette population de la fête, il y avait un type qui s'appelle Vardi Ghanem, qui considère Ben Laden comme un héros et un martyr. Et là aussi, on a encore des vidéos, on les voit chanter, s'embrasser, faire la quête, etc. etc. Si vous voulez, on retrouve la dualité, la vive querelle qui est actuellement entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, jusque dans les financements, bien sûr, parce que si l'un finance un groupe, l'autre finance l'autre, tu finances Daesh, tu finances Al-Nusra. Et là encore, si vous voulez, on peut tenter de revenir à l'explication fondamentale, qui ne serait pas une explication de pure religion, c'est-à-dire de vraiment faire des bons musulmans, mais il s'agit de conquérir des territoires, dire de nouvelles paroisses. On s'étonne beaucoup quand même sur le frein, l'absence de frein plutôt, mis par le monde occidental, l'OTAN, le monde dit libre, etc., qui sait pertinemment que le Qatar finance le terrorisme. Alors plutôt que de freiner, en revanche, vous avez eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, l'invention du mot Qatar bashing. Donc, plutôt que de freiner l'envoi d'argent aux terroristes, eh ben, on a inventé un concept, c'est que critiquer le Qatar, c'était faire du Qatar bashing. Ce qui sort actuellement, c'est assez intéressant, c'est en Tunisie, comment le Qatar, c'est Sky News en arabe qui vient de sortir l'information, comment le Qatar a financé l'assassinat d'opposants tunisiens, et le Sky News y va carrément, puisqu'ils disent que Ranouchi, l'excellent Ranouchi, le chef des frères musulmans de Tunisie, est impliqué dans l'assassinat. Donc Ranouchi a fait un procès. Enfin voilà, tout ça c'est pour vous dire, je ne veux pas dire que ça pourrait être beaucoup plus long, parce que c'est... Oui. Et donc, c'est pour vous dire que le Qatar ne finance pas le terrorisme, c'est croire que la zakat est un acte aveugle de financement du secours catholique, et en fait, après, l'argent s'en va dans des lieux de perdition, et c'est pas de leur faute. Voilà.